Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, 15e sommet de la francophonie au Sénégal en présence d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Après 3 mandats, le bilan du secrétaire général Abdou Diouf a été salué. Son successeur sera désigné ce dimanche. Au Cameroun, l'Assemblée nationale se mobilise contre le terrorisme. Les parlementaires marquent leur adhésion à la politique de lutte contre l'insécurité menée par le gouvernement. La visite en Guinée ce vendredi du chef de l'État français François Hollande. Symbolique et solidaire, ce déplacement vise à briser la stigmatisation et l'isolement des pays touchés par l'épidémie d'Ebola. Le Sénégal accueille tout ce week-end le 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Officiellement, le thème de l'événement est consacré aux femmes et aux enfants. Mais l'un des enjeux de ce rendez-vous est l'élection du nouveau secrétaire général de l'organisation. Dans son discours inaugural, le président sénégalais Macky Sall a vanté les potentialités des pays francophones tout en rappelant les défis majeurs que doit relever l'organisation. Les développements de Marina Vanier. Ouverture ce samedi 29 novembre du 15e sommet international de la francophonie. Après celui de 2006, le Sénégal a accueilli pour la seconde fois cet important rendez-vous. S'exprimant devant plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, le président sénégalais Macky Sall s'est réjoui de recevoir cette rencontre. Notant les capacités des pays membres de l'OIF, il s'est félicité de la création de l'organisation. La francophonie est riche de 57 États membres et de 20 pays observateurs, ce qui représente 274 millions de locuteurs dans les 5 continents. Un potentiel important qui pèse dans la balance économique mondiale. L'avenir de la francophonie des peuples se trouve dans son riche potentiel. 14% de la population mondiale, 20% des échanges internationaux de marchandises, une population jeune, notamment en Afrique, et des ressources naturelles considérables. L'heure est donc à un réel partenariat entre les États ayant le français en partage. Pour le président Macky Sall, l'esprit de la francophonie réside dans les capacités à relever les défis économiques. Mais seule notre volonté commune de coopérer dans un esprit de partenariat solidaire et complémentaire transformera ce potentiel en opportunité. La francophonie des peuples, c'est certes la langue et la culture, la paix et la sécurité, la démocratie et les droits de l'homme. Mais la francophonie des peuples, c'est aussi les échanges économiques et commerciaux. Auparavant axée sur les missions de coopération, l'Organisation internationale de la francophonie a gagné ses marques politiques grâce à l'action de son secrétaire général Abdou Diouf. Un successeur lui sera désigné ce dimanche à la clôture du 15e sommet de l'organisation à Dakar. Lors de l'ouverture de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, le président camerounais Paul Biya a rappelé le rôle de l'organisation dans la préservation de la paix et la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Écoutez le chef de l'État camerounais. Nous savons aussi que le monde est dangereux et que les périls peuvent intervenir à tout moment. Guerre civile ou étrangère, rivalités ethniques ou religieuses, oppression de factions sur les populations, que sais-je encore. On peut, face à ces défis, se demander ce que notre organisation peut faire de plus. On répondra aisément qu'elle s'est déjà fortement impliquée dans la préservation de la paix, la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. On évoquera son rôle pour la défense de la solidarité entre les nations et son soutien à l'éducation et à la formation. C'est exact. Et à ce point de mon propos, je tiens à féliciter très chaleureusement mon frère et ami, le président Abdou Diouf, pour l'ensemble du travail remarquable qu'il a accompli.
Les délégations francophones s'activent au Sénégal depuis le début de la semaine pour préparer ce rendez-vous capital pour les 77 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce vendredi, les ministres des Affaires étrangères des États membres ont élaboré 9 projets de résolution. Ils devront être adoptés définitivement par les chefs d'État lors de ce 15e sommet. Marina Vanier. 9 projets de résolution sont soumis à l'adoption des chefs d'État de l'OIF, dont le sommet a ouvert ses travaux ce samedi 29 novembre. Des projets de résolution préparés dès vendredi par les ministres des Affaires étrangères de l'Organisation internationale de la francophonie. La conférence s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Nous avons un projet de déclaration de Dakar adopté à l'unanimité. Nous avons 9 projets de résolution. Ces projets de résolution abordent des thèmes divers, notamment l'usage du numérique dans l'éducation, mais aussi le principe de refus du terrorisme sous toutes ses formes. La solidarité entre les pays africains pour lutter contre Ebola a aussi été évoquée, une évolution du cadre stratégique des actions qui prouve le bilan positif de l'organisation. On travaille dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité de la francophonie que vous connaissez, l'OIF a fait des progrès substantiels. Il nous reste encore des défis à relever, notamment dans le domaine majeur de la diversité linguistique, pour éviter que ce monde ne soit un monde unilingue. Dans le domaine de la diversité culturelle, pour éviter que ce monde ne soit le monde de la pensée unique. Nous avons besoin d'éviter tout hétémonisme et c'est la raison pour laquelle nous battons aussi pour un multilatéralisme vrai. Et l'OIF, en son sein, est déjà un exemple de ce que doit être le vrai multilatéralisme à travers le monde et dans toutes les organisations internationales. Après 3 mandats passés à la tête de l'OIF, l'ancien président sénégalais Abdou Diouf a marqué positivement l'organisation. Pour sa succession, 5 candidats sont en lice. Le nom du nouveau secrétaire général sera connu ce dimanche 30 novembre. Le sommet se réunit tous les 2 ans et définit les orientations de la francophonie de manière à assurer son expansion dans le monde. Et le commentaire était signé Khadija Sfar. Dans le reste de l'actualité, en Égypte, Hosni Moubarak a été blanchi de l'accusation de complicité de meurtre. La justice égyptienne a abandonné ce samedi les charges qui visaient l'ancien président accusé d'avoir donné ordre de tirer sur les manifestants qui réclamaient son départ en 2011. L'ancien ministre de l'Intérieur, Habib El Adli, et 6 conseillers sont également blanchis des accusations. Hosni Moubarak ne sera toutefois pas libéré. Il purge actuellement une peine de 3 ans de prison pour une affaire de corruption. Au Cameroun, l'Assemblée nationale se mobilise contre le terrorisme. Les parlementaires marquent leur adhésion à la politique de lutte contre l'insécurité menée par le gouvernement. Ce jeudi, au sein de l'hémicycle, majorité et opposition se sont unis autour de l'intégrité territoriale du pays menacé par le terrorisme. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. La chambre basse du Parlement camerounais se mobilise contre le terrorisme dans les zones frontalières du pays. Ce jeudi, à l'hémicycle du Palais des Verts de Ngouaekele à Yaoundé, les députés de la nation, toutes sensibilités politiques confondues, ont marqué leur soutien aux efforts du gouvernement dans la protection du territoire. Un territoire qui subit les velléités d'expansion de la secte islamiste Boko Haram. Si à l'origine, les attaques de Boko Haram étaient menées à des fins de repli et de ravitaillement, force est de constater qu'aujourd'hui, de plus en plus, Boko Haram semble afficher des objectifs de conquête territoriale dans la perspective de l'instauration d'un califat islamique. Pour matérialiser leur engagement dans ce combat, les élus du peuple ont posé de nombreux actes, dont l'un des plus marquants est la mise en place d'un comité de collecte de fonds de solidarité. Nous avons au front des soldats qui sont engagés. Nous avons des soldats qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême en donnant leur vie pour préserver l'intégrité de notre pays. Ces soldats ont des familles, il faut pouvoir leur témoigner notre soutien. Nous avons à l'extrême nord des populations qui sont en train de souffrir, nous avons des réfugiés qui sont là. Il est bon que nos dimensions humaines au niveau de l'Assemblée nationale, nos dimensions humanistes, puissent aussi ressortir. Boko Haram recrute essentiellement dans les milieux désœuvrés et enrôle ses adeptes dans un islam radical et violent. Ce qui amène certains députés à prôner également un combat culturel à côté des actions militaires et sociales en cours. Si nous creusons dans nos valeurs culturelles, celles-là qui respectent les droits de l'homme,
celle-là qui exalte la dignité humaine et met l'être humain au centre de toutes nos préoccupations. Ce serait clair que nos enfants, pour peu qu'on leur donne 300 €, ne vont pas aller pour porter les armes. Avec l'examen en cours de la loi de finances 2015, on s'attend à une hausse sensible du budget de la défense nationale pour soutenir l'effort de guerre. Sur la ligne de front, le conflit contre Boko Haram a déjà entraîné le déplacement de nombreuses populations locales. Il a aussi fait plus de 1000 morts parmi les combattants de la secte et une quarantaine de soldats camerounais. Sur le plan économique, la douane camerounaise et les opérateurs économiques déplorent plusieurs milliards de francs CFA de pertes. De l'autre côté de la frontière camerounaise au Nigeria, la grande mosquée de Kano dans le nord du pays a été la cible d'un attentat au moment de la grande prière du vendredi. C'est dans cette mosquée que l'émir de Kano avait appelé la semaine dernière la population à prendre les armes contre le groupe Boko Haram. L'attaque de ce vendredi a fait au moins 120 victimes et plus de 200 blessés. Selon la police, l'attaque a été menée par 2 kamikazes et des hommes armés. Au Gabon, les rivalités politiques se multiplient entre le pouvoir et l'opposition. À quelques jours des élections sénatoriales prévues le 13 décembre, la classe politique gabonaise reste divisée. L'opposition invite le gouvernement à revenir sur le consensus obtenu à la conférence nationale sur la limitation des mandats. Les détails avec Idlet Mirabel Bissu. La situation politique se dégrade de jour en jour au Gabon. À quelques jours des élections sénatoriales, les sorties politiques se multiplient. L'opposition estime que pour diluer les rivalités politiques qui ont cours dans le pays depuis 5 ans, il devient urgent pour les différents acteurs politiques de s'accorder sur un idéal commun pour le bien-être de tous les Gabonais. Nous ne souhaiterions pas que le Gabon connaisse la situation qui se vit dans d'autres pays de la sous-région. C'est pourquoi nous serions intelligents. Et le pouvoir, et l'opposition, et la société civile à se mettre d'accord sur la nécessité d'une véritable démocratie. Élu président du Gabon le 30 août 2009 avec 41,73% de voix, Ali Bongo Ondimba succède à son feu père Omar Bongo. Son accession au pouvoir reste contestée par l'opposition. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2016, l'opposition appelle le pouvoir à revoir ses positions pour une sortie de crise politique. Celle-ci passe par une relance du débat sur la limitation du mandat présidentiel et le découpage électoral. 2016, nous sommes à la croisée de chemin. C'est pourquoi nous exigeons qu'il y ait un découpage électoral. C'est pourquoi nous exigeons que nous revenions au consensus obtenu à la conférence nationale, la limitation des mandats. Faire en sorte que le Conseil national de la démocratie, qui est une invention gabonaise pour que les acteurs politiques se parlent, puisse être en mouvement. Avant la présidentielle de 2016, les élections sénatoriales se dérouleront le 13 décembre prochain. La date limite de déclaration des candidatures est fixée au 10 décembre. Le 12 décembre marquera la clôture de la campagne électorale. Les grands électeurs, composés des députés, des conseillers communaux et départementaux, choisiront ainsi les 102 membres du Sénat élus au suffrage universel indirect pour un mandat de 6 ans. En Guinée, la visite ce vendredi de François Hollande, le président français, revêt un caractère symbolique. Alors que la Guinée est depuis plusieurs mois stigmatisée à travers la présence du virus Ebola, la venue du chef de l'État français brise l'isolement de Conakry sur la scène internationale. Reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. En arrivant à Conakry ce vendredi, François Hollande manifeste la solidarité de la France à la Guinée en cette période de crise sanitaire du fait d'Ebola. C'est la première visite d'un président français depuis 1999 dans le pays et la première d'un chef d'État non africain dans un pays touché par Ebola depuis le début de l'épidémie. De l'épidémie d'Ebola à son impact sur l'économie guinéenne, les enjeux de la présence de François Hollande sont multiples. Le premier enjeu qu'il faut rattacher à la visite de M. Hollande, c'est un enjeu sanitaire. En réalité, la Guinée est confrontée à l'épreuve d'Ebola et la France a montré sa solidarité à la Guinée. La France a participé à la construction du centre de traitement moderne de Massanta. La France a participé à la formation, à l'équipement des équipes sanitaires. En outre, la France a fait une véritable campagne de mobilisation.
Le message du président français devrait avoir une forte dimension sociale pour les Guinéens fortement stigmatisés depuis l'apparition du virus Ebola dans le pays. Les échanges entre les deux chefs de l'État devraient permettre de faire le point sur le dispositif mis en place pour lutter contre la fièvre hémorragique en Guinée, pays où la France a décidé de concentrer son action avec un engagement de 100 millions d'euros. La Guinée attend également de la France une assistance économique pour relancer son économie affaiblie par Ebola. Le fait que le président Hollande vient, ça veut dire que si un président d'une si grande république peut venir en Guinée, ça veut dire que tout le monde peut venir. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement aussi, pendant ce jour du président Hollande, nous allons le voir, l'aide qu'il nous apporte au niveau de l'Ebola et aussi l'aide budgétaire. Le soutien des finances publiques est aujourd'hui évalué à plus de 220 millions de dollars. Le soutien de l'économie à plus de 300 millions, alors que le gouvernement guinéen annonce la mobilisation de près de 2 milliards de dollars pour contenir l'épidémie d'Ebola et juguler les pertes économiques liées à la présence du virus dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.